Alors si vous avez aimé EBBH, vous allez adorer son exposition dans la Grande Place, où vous aurez la chance d'acheter son livre en édition limitée, créé spécialement pour le REC. Maintenant, nous pouvons accueillir un autre papa sceptique, celui de Zach et Zoé. Zach et Zoé, ce sont des livres créés pour les plus jeunes, qui parlent de l'esprit critique, pour les éveiller à l'esprit critique surtout. C'est un Belge qui parle couramment japonais, un balado-sceptique, c'est Jean-Michel Abrassard. Très bien, bonjour à tout le monde, merci d'être venu. Comme il l'a bien dit, donc je m'appelle Jean-Michel Abrassard, je suis un docteur en psychologie, j'ai un podcast qui s'appelle Scepticisme scientifique, le balado de la science et de la raison. Et je suis le papa de Zach et Zoé, qui sont une série de bandes dessinées pour enfants. Donc vous allez voir dans mon PowerPoint, il va y avoir des illustrations de la BD au fur et à mesure. Donc si vous vous demandez c'est quoi ces étranges personnages qui sont, c'est mes personnages de bande dessinée. C'est pas moi le dessinateur, je suis le scénariste. Et donc on m'a demandé de faire une présentation un peu introductive. C'est quoi la pensée critique? Et donc pour débuter, je me suis dit que j'allais vous demander à vous, c'est quoi la pensée critique? Alors ce que je vais vous demander, c'est de prendre vos téléphones, de taper wooclap.com. Donc le site qui est en haut là, wooclap.com, et une fois que vous allez arriver là-dessus, en haut du site, il y aura une petite barre où vous allez pouvoir taper le mot de passe Splay. Et quand vous tapez le mot de passe Splay, vous allez accéder à la question, et donc vous allez pouvoir taper des mots qui vont s'afficher à l'écran. Et donc je vais vous demander de taper un mot, pas des phrases évidemment, mais un mot qui pour vous représente, que vous associez à l'esprit critique. C'est quoi pour vous l'esprit critique? Ça va, donc vous allez sur WooClap, vous tapez le mot de passe, donc en haut, tout en haut de la page, il va y avoir une barre, vous tapez Splay, on va voir qui est le premier qui va taper un mot. Et puis, vous tapez la réponse à la question et elle va s'afficher sur l'écran normalement. Sauf si ça ne marche pas, mais ça devrait marcher. De quoi ? Non, c'est en haut, il ne faut pas s'inscrire, il faut pas taper de mode, il faut pas s'inscrire. Pour participer, il ne faut pas s'inscrire. Ah voilà, il y a des gens qui ont trouvé. Vous pouvez taper plusieurs mots si vous avez envie. On va voir combien on va devoir de réponses. Ok. Il y a combien de personnes dans la salle? Des groupes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wow, on a déjà 5 réponses, ça commence. Je pense que pratiquement tous les groupes alors ont tapé quelque chose. Ah bah voilà, on y arrive. Waouh, cool. Comme c'est joli. Donc on a par exemple bien réfléchir, prendre, alors là je pense que c'était prendre du recul probablement, des questions, connaître son cerveau. Oui, c'est pour ça, parfois vous avez tapé 2 mots, alors forcément ils se mélangent. Ouais, je ne sais pas si c'est prendre ou poser du recul, l'art de prendre du recul. Quand on a bien réfléchir, ça c'est sûr. Douter. Très bien. Ok, super. Ça vous donne une idée déjà de tous des mots qu'on peut associer avec la pensée critique. Et donc, ça vous donne une idée du type de définition auquel vous allez avoir. Bon, moi, je vais vous proposer maintenant des définitions qui sont plus comment dire? Ah, il y a encore quelque chose qui vient d'apparaître. Objectivité, être objectif. Très bien. Éviter de dire n'importe quoi. Ça, c'est pas mal. Enfin, c'est éviter de dire nimp. Ok. Vérifier, je suppose vérifier l'information. Prendre du recul. Ok, très bien. Merci d'avoir participé. Ouais, tu peux mettre le PowerPoint. Alors, vous voyez, ça c'était un peu pour mobiliser ce que vous pensez de l'esprit critique. Maintenant, en fait, c'est fascinant, mais
voilà, en préparant cet exposé, je me suis demandé quelles sont les définitions évidemment qu'on peut donner à l'esprit critique. Et en fait, il y en a des tonnes et des tonnes. Il y a beaucoup de définitions différentes qu'on peut donner. Il n'y en a pas une qui fasse consensus chez les scientifiques. Il y a plein de désaccords et de débats sur quelle serait la meilleure définition. Donc, je vais vous en proposer plusieurs aujourd'hui. Et une de ces définitions, c'est un ensemble. Donc ça, c'est une définition qu'on trouve sur le site du ministère de l'Éducation nationale français. Un ensemble d'attitudes et un ensemble de procédés, d'habitudes que l'on prend dans notre manière d'aborder les choses. Donc, alors, ce qui est intéressant, c'est une définition. Elle n'est pas encore trop compliquée. Après, on en aura encore une plus compliquée. Mais ce qui est important, c'est qu'il y a deux choses en fait dans l'esprit critique. Il y a les attitudes et les procédés et les habitudes. Alors, les procédés et les habitudes, c'est des stratégies que vous allez utiliser. C'est des compétences que vous avez. Quand vous êtes exposé à une information, vous regardez quelque chose, vous lisez quelque chose, vous allez y réfléchir. Et ce que vous êtes capable de faire pour vérifier que ça tient à la route, ce qui est marqué ou pas, c'est vos compétences. Mais dans cette définition-là de l'éducation nationale, ce qui est super important, c'est qu'il y a aussi la notion d'attitude. Et la notion d'attitude, c'est qu'en fait, ça ne suffit pas d'avoir les compétences. Normalement, on est supposé vous les apprendre à l'école ou vous les apprenez par vous-même, en lisant des livres sur l'esprit critique, etc. Mais si vous n'avez pas l'attitude qui consiste à vouloir utiliser ces compétences, ça ne sert pas à grand-chose puisque vous n'allez pas être motivé à les utiliser. Alors, dans les compétences, les attitudes ici, j'en ai listé un certain nombre, il y en a plein d'autres. Le fait d'être curieux. Si vous n'êtes pas curieux, vous n'allez pas être intéressé à aller chercher les informations. Donc la curiosité, c'est important. Si vous vous intéressez à un sujet, si vous êtes curieux, c'est une attitude qui va vous faire aller chercher des autres sources, aller des autres informations. La modestie, donc la modestie, c'est le mot facile. Le mot compliqué pour les adultes, c'est l'humilité épistémique. La modestie, c'est que vous savez que vous savez pas tout sur tout et que c'est super important de connaître un peu le sujet pour avoir de l'esprit critique. Si vous ne connaissez rien, par exemple, si on parle des moteurs de voiture et qu'on vous donne une information sur les moteurs de voiture et que vous connaissez rien à ce sujet, vous êtes obligé de croire l'avis de l'expert. Vous pouvez pas avoir de l'esprit critique sur un sujet que vous maîtrisez pas. L'ouverture d'esprit, c'est le fait que vous êtes prêt à engager, à discuter avec des gens qui ne sont pas d'accord avec vous. Le fait que vous êtes prêt à aller lire des informations qui vont pas forcément dans votre sens. Évidemment, on peut être... C'est ça, il y a des gens qui vont vouloir rester dans ce qu'on appelle des bulles de filtre. Ils vont juste discuter avec des gens avec qui ils sont déjà d'accord. Ils vont juste regarder des vidéos YouTube avec des gens qui disent déjà ce qu'ils pensent. Ils vont juste lire des choses qui confirment ce qu'ils croient déjà. Et donc, l'ouverture d'esprit, c'est aller se confronter à ce que pensent les autres. Alors évidemment, les sceptiques, ils disent il faut être ouvert d'esprit, mais pas au point d'avoir le cerveau qui en tombe. Donc évidemment, il faut quand même garder son esprit critique, mais il faut aussi pouvoir se confronter à ce que pensent les autres. Et en fait, finalement, le désir d'être bien informé, c'est encore une dernière attitude que j'avais listée. Encore une fois, vous pouvez avoir toutes les compétences du monde. Si vous n'avez pas envie de trouver l'information correcte, vous n'allez pas la chercher tout simplement. Alors pourquoi est-ce que vous pourriez ne pas avoir envie de chercher l'information, des informations supplémentaires? Pourquoi vous n'avez pas envie de réfléchir plus sur un sujet, d'appliquer ces compétences? On parlera après des compétences évidemment. C'est parce que vous pouvez être motivé à ne pas le faire aussi. Vous pouvez avoir envie par exemple, si vous avez des convictions religieuses ou athées, ou des convictions politiques, ou que vous êtes très engagé dans un sujet, vous allez être motivé à ne pas remettre en question ce que vous pensez déjà. Et donc, ça peut arriver que vous ne soyez pas prêt à utiliser les compétences d'esprit critique que vous avez. Donc, évidemment, l'esprit critique, ça s'entraîne, on peut l'apprendre, mais même si on l'a, il faut que la personne ait envie de l'utiliser sur le sujet en question. Alors, je vais vous proposer un petit documentaire c'est un extrait de documentaire qui dure 2 minutes. Et alors, donc, c'est un documentaire, vous allez voir, c'est une surprise. Ce que je vais vous demander après, c'est de me dire, je ferai passer le micro et je vais vous demander de me dire, je vous laisserai un peu réfléchir et discuter entre vous, mais comment vous
quelles seraient les compétences d'esprit critique que vous utiliseriez pour aborder ce documentaire? Qu'est-ce que vous feriez pour essayer de ne pas consommer passivement ce documentaire? Qu'est-ce que vous allez réfléchir? Et puis, qu'est-ce que vous feriez pratiquement pour vous faire une opinion sur ce qui est dit dans ce documentaire? Depuis 30 ans, je parcours le monde à la recherche de monstres de rivières légendaires. Il m'aurait noyé. C'est extrêmement violent. Il engloutit quelqu'un de petit en une bouchée. J'ai découvert des créatures auxquelles les gens ne croyaient pas. Le Goonch existe bel et bien. Mais durant tout ce temps, l'une d'elles rôdait dans mon pays. Une créature dont on ignore la véritable identité, mais dont la légende dépasse toutes les autres. Le plus grand de tous les mythes de monstres d'eau douce, le Loch Ness. J'avais tiré un trait sur ce défi, mais j'ai appris au fil des années qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Et maintenant, je ne peux ignorer la légende plus longtemps. Mais pourrais-je m'approcher de la véritable créature ? Dans un voyage épique qui se transformera en véritable obsession, je voyagerai des profondeurs des lacs écossais jusqu'à d'immenses déserts de glace. Et au-delà, afin de lever le voile sur ce qui se cache derrière la légende du Loch Ness. La légende du monstre du Loch Ness est mondialement connue. Et que l'on croit ou non à la présence d'une créature dans ce lac, personne ne peut douter de l'impact qu'elle a sur notre imagination. Souvent dans mes enquêtes, je ne pars que d'un témoignage plutôt vague, mais au Loch Ness, plus d'1 millier de personnes ont déclaré l'avoir vu. Ce mystère croule sous les allégations que je vais devoir examiner. Beaucoup des témoignages donnent des descriptions contradictoires. Il est donc pratiquement impossible de discerner le vrai du faux. Et on sait maintenant que certaines des photos les plus emblématiques du monstre sont truquées. Séparer les faits de l'imaginaire qui entoure ce monstre légendaire va représenter un défi monumental. Voilà, donc on a ce documentaire et je vais vous laisser quelques instants pour discuter entre vous. Vous pouvez le faire par unité familiale ou avec quelqu'un d'autre dans la salle que vous ne connaissez pas. Qu'est-ce que vous feriez pour aborder ce documentaire avec esprit critique? Quelles sont les stratégies que vous utiliseriez? Ok, il y a déjà des gens qui veulent prendre la parole. Donc je vais faire passer le micro, comme ça vous pouvez dire ce que vous en pensez. Moi, comme ça, je serais tenté de dire que j'irais consulter Wikipédia. Du coup, la question que j'avais, c'est par rapport à votre question à vous, qu'est-ce que vous feriez, mais dans la vraie vie ou si vous étiez à la place de Non, dans la vraie vie. Hein. Vous êtes devant votre poste de télé et il y a ce programme qui passe à la télé. Ouais. D'accord. Toutes les choses qui me paraissent suspectes, je les note, que ce soit des termes ou des mots ou des idées, etc. Et puis ensuite, j'irai chercher sur Wikipédia si elles y sont présentes. Et puis si jamais je les trouve, je consulterai la page et puis j'irai, après avoir lu la petite en tête, je me dirigerai vers la section débat ou critique ou choses comme ça, pour voir un petit peu quelles sont les contre-propositions par rapport à ça. Et puis si j'ai un peu de temps, j'irai jeter un coup d'œil dans les notes de bas de page. Oui, bien sûr. Ouais. Donc cherchez sur Wikipédia, hein, c'est toujours un bon point de départ et on aura certainement une information un peu plus neutre que ce qui est présenté dans le documentaire. Il y a une petite fille là-bas qui veut le micro. Ouais. Oh. Oui. Et bah, c'était
C'était pas plutôt une trompe d'éléphant dans la photo? Parce que Euh, moi, je suis curieuse. Il y a eu ce genre d'idées qui ont été, oui, qui ont été. Qu'est-ce que tu en penses? Tu penses que c'est une trompe d'éléphant? Ça ressemble à une trompe d'éléphant, ça, Bah toi? oui. Il m'a dit que c'était peut-être son nom. Alors, je me demande si c'est plutôt une trompe d'éléphant qui se peigne. Ouais, donc voilà, se poser ce genre de questions, hein, se dire ah, ça pourrait être autre chose qu'un monstre du Loch Ness, ça pourrait être peut-être un éléphant avec sa trompe qui sort, effectivement. C'est se poser des questions sur le documentaire. Ouais, très bien. Il y a quelqu'un d'autre qui veut intervenir? Voilà. S'il te plaît. Alors, on m'entend? Oui. Oui, on t'entend. Alors, sur un sujet comme ça qui est un peu connu, déjà, il y a la base de ce qu'on sait chacun. Enfin, personnellement, moi, j'ai déjà vu des sujets sur le Loch Ness, mais ça sera un sujet que je ne connaîtrais pas du tout. Il me semble que ma première attitude, c'est d'essayer de voir, justement, dans la forme du document, essayer de trouver plutôt l'idée d'arguments fallacieux. Là, dans le bout de documentaire, ce qu'on a vu, c'est qu'il montrait toujours la même image. Donc déjà, la même image du monstre. Donc ça, c'est un indice déjà Il dit qu'il y a plein de témoignages de gens qui l'ont vu. Il montre toujours la même image, celle qui est connue. Il n'y en a qu'une qui est connue. Il y en a peut-être 2 ou 3 autres images qui le sont beaucoup moins. Donc déjà, le fait d'être obligé dans le même documentaire de montrer toujours la même, ça veut dire qu'il n'a pas vraiment beaucoup de matière en fait derrière. En plus, il dit en montrant cette image qu'on sait qu'elle est fausse, enfin, on sait que qu'elle est un peu truquée, quoi. Donc en soi, il y a déjà ça, les arguments qu'il donne. Et puis après, il y a la forme du documentaire qui est sensationnaliste. Alors ça me fait me méfier, mais en même temps, il est bien obligé de faire un documentaire sensationnaliste pour que les gens accrochent. Donc ça, en soi, c'est un truc qui va me faire me méfier, parce que un documentaire qui est basé sur que du faux, il sera comme ça, il sera présenté de manière sensationnaliste, mais il va pas me faire rejeter, par exemple, en bloc ce que je vois. Très bien, super. Tu as couvert plusieurs choses différentes, je pense. Évidemment, quand vous avez des connaissances dans un domaine, vous allez avoir, vous allez pouvoir plus facilement évaluer la plausibilité de ce qui est dit dans le documentaire. Donc ça, évaluer à quel point le documentaire est crédible. Si vous savez quel est le consensus scientifique, par exemple, sur l'existence du monstre du Loch Ness, qui est qu'en fait, il n'y a pas de monstre du Loch Ness, forcément, directement, ça va activer votre système d'alerte. Oui, alors l'argument des photos et des témoignages, oui, forcément, on peut se mettre à réfléchir et dire il y a beaucoup de témoignages, mais il y a peu de photos, ce qui est un peu bizarre, surtout à une époque, à l'heure actuelle, où on a tous des téléphones dans nos poches qui nous permettraient de prendre des photos. C'est un argument classique à propos du phénomène OVNI. C'est vrai qu'avant, les gens, ils n'avaient pas de téléphone, mais maintenant, on a tous un appareil photo de bonne qualité dans nos poches, donc on devrait avoir beaucoup plus de photos que les quelques photos qu'on a. Donc ça permet évidemment de se faire ce genre de réflexion. Alors les différentes... à la régie, j'ai plus en bas sur la télé en fait l'image. Différentes compétences. Par exemple, donc on en a parlé, c'est tout ce que vous avez évoqué tout à fait vous-même. Évaluer la plausibilité de l'information. Je vois ce documentaire, je sais déjà que c'est pas, en général, les scientifiques disent pas qu'il y a réellement qu'il y a réellement un monstre dans le Loch Ness. Ça active mon système d'alerte. Évaluer la fiabilité de la source. Donc ça, c'est ce qu'il a dit à propos de le documentaire est super sensationnaliste. Moi, je suis pas sûr que vraiment ils sont obligés de faire des documentaires sensationnalistes. Ils pourraient faire des documentaires plus sérieux, mais c'est vrai qu'ils veulent attirer le public, donc ils font ce genre de choses. Moi, je pense, ça pose un problème de déontologie, mais voilà. Moi, quand je vois ces documentaires sur ces chaînes, je sais à propos des ovnis ou des phénomènes paranormaux, je sais très bien que l'information va être extrêmement sensationnaliste et pas rigoureuse. Donc, forcément, ça active directement mon système d'alerte aussi. Je ne m'attends pas à quelque chose d'exceptionnel. Évaluer le contenu d'une information, ça, si on a parlé des preuves, qu'est-ce qu'il a comme preuve, le monsieur?
En zoologie, à l'heure actuelle, dans le passé c'était différent, mais à l'heure actuelle en zoologie, si vous voulez prouver l'existence d'un monstre, vous devez le capturer. Et vous devez trouver un exemplaire mort ou vif. Hein. Donc soit vous capturez un spécimen du monstre du Loch Ness, vivant, pour le mettre dans un zoo, ou vous le capturez, vous le tuez. Mais vous devez présenter un corps. Hein. Évidemment, personne n'a jamais présenté un corps de monstre du Loch Ness. On n'a que des témoignages et des photos. Donc là, c'est évaluer le type de preuve qui est présenté. Et puis alors, la rhétorique, la logique, c'est des choses qui ont été discutées dans l'intervention précédente. C'est la manière de raisonner. Par exemple, dans l'extrait que j'ai donné, il donne l'argument « il n'y a pas de fumée sans feu ». Donc le fait qu'il y aurait beaucoup de témoignages, ça serait la fumée, et donc le feu, ça serait qu'il y aurait réellement un monstre dans le lac. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il n'y a jamais de fumée sans feu? On peut se poser la question. Et deux, même si c'est vrai, même si on conclut qu'il n'y a jamais de fumée sans feu, est-ce que le feu, c'est nécessairement un monstre dans le lac? Ou le feu, ça peut être le fait que les médias n'arrêtent pas de parler du fait qu'il y a un monstre dans le lac? Et la métacognition, c'est un mot compliqué pour dire que vous allez réfléchir vous-même sur votre propre réflexion. Vous allez analyser comment vous pensez au problème. Est-ce que vous pensez bien ou mal au problème? Donc, quand vous faites preuve d'esprit critique, une des compétences, c'est observer nous-mêmes comment on raisonne et voir si on raisonne bien. Voilà. Donc, ce qui est super important, vous voyez, c'est que la pensée critique, c'est un mélange de deux choses. C'est un mélange de la méthode scientifique et un mélange de philosophie. Et donc, dans les cases que j'ai mis, évidemment, je n'ai pas mis toutes les compétences possibles. Les trois premières, estimer les preuves, estimer la plausibilité, est-ce que ça pourrait être vrai ou pas ce qu'il me raconte, chercher des sources convenables, on a parlé de Wikipédia, mais alors au niveau suivant, ça peut être chercher pour les grands, ça peut être chercher des sources scientifiques, etc. Ça, c'est la méthode scientifique. Par contre, évaluer les arguments, évaluer s'il raisonne correctement, le monsieur, tout ça, c'est plutôt de la philosophie. Alors, j'ai une autre définition plus compliquée que celle que je vous ai présentée jusqu'à présent, c'est-à-dire que l'esprit critique est défini comme l'ensemble des capacités qui permettraient d'évaluer la qualité épistémique des informations disponibles en vue d'une prise de décision et de calibrer correctement sa confiance en ces informations selon les résultats de l'évaluation. Donc ça, c'est une définition beaucoup plus complexe comme ça, scientifique. Ça vient du rapport ANR, donc Agence nationale de la recherche. Là, ça veut dire que quand vous êtes... cette définition-là, elle ne parle pas d'attitude et de compétences comme l'autre définition. C'est pour vous donner un autre exemple de définition, puisque je vous ai dit au départ, il y a plein de définitions différentes. Ici, c'est pour dire, vous avez une information, et l'esprit critique, ça va être capable d'évaluer l'information et de lui attribuer un score, si vous voulez, un pourcentage de à quel point elle tient la route, et en fonction d'y accorder confiance ou pas. Ça va? Voilà. J'ai droit à un dessin du monstre de Loch Ness? Yeah, ok. Je ne pense pas qu'on le verra à la caméra, mais c'est un joli dessin du monstre du Loch Ness que Owen m'a fait. Merci Owen, je suis un super fan du monstre, donc même si j'y crois pas du tout. Alors, comme je le rappelle, ce qui est super important de retenir, c'est que vous ne pouvez pas, on l'a évoqué tout à l'heure, vous ne pouvez pas avoir de l'esprit critique sur un sujet que vous ne maîtrisez pas du tout. Et donc, plus vous allez connaître en zoologie, connaissance des animaux préhistoriques, puisqu'évidemment, une des hypothèses pour le monstre du Loch Ness, c'est que ce serait un plésiosaure. Mais le plésiosaure, le problème, c'est que ses vertèbres étaient soudées, donc il avait forcément sa tête qui s'alignait avec son corps, et il ne pourrait pas prendre cette position comme il a sur la photo. Donc plus vous savez à propos de différents domaines, plus vous pouvez évaluer ce qui est dit avoir de l'esprit critique dans ce domaine. Et encore une fois, comme je viens de le dire, l'esprit critique, ce n'est pas quelque chose que vous avez ou que vous n'avez pas pour tous les domaines, et ce n'est pas quelque chose que quelqu'un possède. On ne peut pas dire « oh, cette personne-là, elle a de l'esprit critique, et cette personne-là, elle n'a pas d'esprit critique ». L'esprit critique, c'est une compétence qu'on peut entraîner et une attitude, mais ça va varier en fonction des domaines que vous appliquez. Donc, par exemple, telle personne peut faire preuve d'esprit critique quand on lui parle du monstre du Loch Ness, mais ne pas faire preuve d'esprit critique quand elle aborde un autre sujet. Et on peut évidemment être tous dans ce cas-là. Donc, avoir des zones d'ombre qu'on ne veut pas aborder de manière esprit critique. On n'est pas tout le temps en train d'appliquer l'esprit critique. On peut être simplement aussi fatigué ce jour-là, et alors on regarde le documentaire sans se poser de questions. Voilà. Donc, ce n'est pas quelque chose, en philosophie, on dit qu'il ne faut pas essentialiser l'esprit critique, ce n'est pas quelque chose qu'on aurait ou pas. Alors moi, j'aime bien comparer ça avec la philosophie, on dit que c'est l'amour de la sagesse.
Ici, il faut avoir l'amour de l'esprit critique. C'est quelque chose vers lequel on tend tout le temps, qu'on recherche, mais pas quelque chose qu'on a. Je regarde juste là. Ouais. Rapidement, quelques mots que vous pourriez rencontrer dans cette journée, puisque c'était un peu pour introduire à la journée que je suis là. Il y a un courant qui vise à encourager les gens à avoir de l'esprit critique, et ça s'appelle soit du scepticisme scientifique, soit de la zététique. Pour moi, c'est largement la même chose. Il y a parfois des gens qui disent que ce n'est pas exactement la même chose, il peut y avoir des nuances, mais en anglais, on parle plutôt de scepticisme scientifique, et en français, on parle plutôt de zététique. Et donc, c'est un mouvement qui dit on va encourager les gens à avoir plus de pensée critique. Après, les autres mots, ils sont beaucoup plus compliqués. Rationalisme, c'est aussi un mot que vous pourriez être amené à entendre aujourd'hui. Le rationalisme, ça vient de raison, d'être raisonnable, d'utiliser l'intelligence. Donc, le rationalisme, en fait, c'est un courant qui dit qu'il faut se faire sa propre opinion et pas suivre les dogmes qui sont imposés par d'autres, par exemple les dogmes religieux, etc. Chacun doit faire sa propre opinion, chacun doit penser par soi-même et réfléchir. Libre pensée, même chose. Il y a aussi un autre mouvement américain qui s'appelle Less Wrong, donc ça veut dire avoir moins tort, qui est beaucoup moins connu chez nous, mais qui fait des choses intéressantes aussi. Donc là, l'idée, c'est que le but, et ça rejoint, tous ces mouvements sont assez proches, mais ne sont pas exactement, chacun va... Moi, par exemple, je vais dire que je suis un zététicien ou que je fais du scepticisme scientifique, mais je ne suis pas un membre de Less Wrong, mais c'est des mouvements qui sont quand même très proches les uns des autres. Et Less Wrong, le but, c'est d'avoir moins tort. On dit pas quoi, c'est ça l'amour de la pensée critique, hein, c'est pas dire j'ai raison, c'est dire je sais que j'ai tort dans des tas de sujets et je vais essayer d'avoir le moins tort possible. Et lié à la pensée critique, il y a aussi la pratique de la philosophie avec les enfants, puisqu'on va parler après des ressources qu'il y a pour encourager à la pensée critique. Et donc ça, c'est un courant très important à l'école, etc., où on essaye de faire de la philosophie avec les enfants, mais je vous montrerai des exemples après. Alors, le scepticisme ou la zététique, ça a été fondé en 1949. Bon, il y a toujours eu des sceptiques et des zététiciens, hein, des gens qui doutaient un peu et qui pensaient qu'il fallait utiliser l'esprit critique. Mais ça a été créé en 1949, le mouvement actuel, après la Seconde Guerre mondiale, en Belgique, par un groupe qui s'appelle le Comité Para. Et l'idée, c'était que il y avait la Seconde Guerre mondiale, il y avait eu des gens qui étaient disparus sur les champs de bataille, et il y a des gens qui prétendaient être capables de les retrouver avec la sorcellerie, avec la voyance, etc. Et donc le comité Para, il s'est constitué pour critiquer les gens qui essayaient d'exploiter la tristesse des gens en leur disant qu'ils étaient capables de retrouver les personnes disparues sur les champs de bataille. Alors au niveau des ressources pour les enfants, et comme je l'ai dit, il y a la philosophie pour les enfants. Il y a énormément de choses en français, de livres pour eux. J'en ai pris 2 exemples comme ça, mais il y en a vraiment beaucoup, beaucoup. Donc les contes philosophiques racontés par mon chat et les petits philosophes. Donc l'idée de la philosophie pour les enfants, c'est de laisser les enfants réfléchir sur les sujets, débattre sur les sujets, et de ne pas leur donner des réponses toutes faites. En disant tu dois penser ça ou tu dois penser ça sur tel sujet. Donc c'est vraiment pour essayer de les faire penser par eux-mêmes. Ah, j'étais trop là. Alors par contre, ça c'est ma série de livres et qui n'est pas de la philosophie pour les enfants, c'est de la zététique ou du scepticisme. Donc vous voyez, on va aborder, comme je l'ai fait aujourd'hui très brièvement, des sujets liés au paranormal. Donc j'ai fait un volume sur le monstre du Loch Ness. J'en ai fait un autre sur le phénomène OVNI. Et donc là, on discute. Une des caractéristiques de la zététique ou du scepticisme, c'est comme je l'ai fait aujourd'hui, de prendre des sujets du paranormal, comme par exemple le monstre du Loch Ness, et d'utiliser ça pour enseigner la pensée critique aux gens. Évidemment, on peut appliquer la pensée critique à plein d'autres sujets que le paranormal, mais c'est une bonne porte d'entrée pour s'entraîner. En gros. Et alors, pour les adolescents, là, il commence à y avoir plus de ressources. J'en ai pris quelques-unes que j'aimais bien. Martin et le gourou, donc c'est un livre de Jean-Marie Agral, c'est un roman sur un adolescent qui, un ado, enfin c'est pour les préadolescents, qui va dans sa maman est membre d'une secte, et donc il va passer son été dans la secte, et ça raconte un peu ce qui se passe pendant cet été-là. Les secrets des sorciers, c'est un livre d'Henri Brock, qui est le fondateur de la zététique en France, et qui parle du paranormal pour les enfants et les adolescents.
Et enfin, Crédulité et rumeurs, ça c'est un ouvrage de Gérald Bronner, c'est une bande dessinée. C'est une bande dessinée qui parle des rumeurs, comme son nom l'indique. Et pour les adultes, parmi nous, là, il y a vraiment encore beaucoup plus de ressources. Donc plus on monte en âge, plus il y a des ressources. Et dans les ressources, je vous ai mis... alors un classique de chez Classique, c'est Petit cours d'autodéfense intellectuelle, qui est vraiment une super introduction à la pensée critique, qui couvre tous les sujets qu'on considère comme classiques pour s'initier à la pensée critique. Il y a un petit volume qui a été écrit en Belgique qui s'appelle « C'est quoi l'esprit critique ?» qui est pas mal fait du tout, qui porte le même nom que ma présentation. Ça a été écrit par un collègue belge. Et puis des têtes bien faites. Dans ce volume-là, des têtes bien faites, ça c'est plus poussé pour ceux qui veulent aller déjà beaucoup plus loin. Mais j'ai contribué à un chapitre sur le soukoupisme, donc la croyance dans l'hypothèse extraterrestre pour expliquer le phénomène OVNI. Et voilà, merci de m'avoir écouté. Et on peut prendre, je vais voir si j'ai pas trop dépassé. Non, je suis bon. 5 minutes si vous avez des questions. Je sais pas s'il y a... J'ai été super méga clair. Ouais. Oui, il y a effectivement, même dans la littérature, il y a des différences qui sont faites entre les deux, entre la pensée critique et l'esprit critique, mais enfin voilà, c'est pas totalement synonyme, effectivement. Ouais. Le reportage était tellement cool. Oui, parce que c'est comme dans tous ces documentaires, c'est toujours, voilà, ils présentent des témoignages et ils font toujours planer le doute, mais en finale, forcément, ils ne trouvent jamais rien. C'est un peu comme tous les documentaires de chasse aux fantômes. Ça fait les documentaires où des gens vont dans des maisons supposées hantées pour y trouver des fantômes. Ça fait 10 ans que, si même plus maintenant à ce stade-ci, que ça se fait. Ils n'ont toujours pas prouvé l'existence des fantômes, mais ils ont vraiment beaucoup d'énergie pour le faire. Voilà, donc bon, après ils vont toujours dire il y a des témoignages qui sont troublants, etc. Donc il faut toujours planer le doute. Alors qu'au lieu de rappeler que justement les témoignages, c'est pas des preuves suffisantes pour prouver l'existence d'une créature dans le Loch. Un autre argument classique pour le monstre du Loch Ness, c'est pour l'hypothèse du plésiosaure, par exemple, c'est de dire que donc l'idée, ça serait qu'il y aurait un dinosaure d'abord il y aurait eu plein de dinosaures, parce qu'il faudrait avoir un groupe de dinosaures, puisque vous ne pouvez pas avoir des familles qui ont des enfants, etc. Donc il faudrait plein de plésiosaures dans le lac. Et or, on sait qu'il n'y a pas assez de nourriture dans le lac. Et alors, c'est pas possible qu'un plésiosaure ou des plésiosaures aient survécu dans le lac, parce qu'à l'époque de la préhistoire, le lac était entièrement gelé, donc c'est juste pas possible. Mais bon, voilà, c'est pour vous donner des arguments contre le monstre du Loch Ness. Voilà, moi je trouve ça un sujet très fun, mais je suppose que je ne dois pas convaincre beaucoup de monde qu'il n'y a pas réellement Les documentaires essayent de vous convaincre qu'il y a réellement quelque chose dans le lac, mais je pense que le taux d'adhésion à la croyance au monstre du Loch Ness est très faible dans la population. Une autre question ? Ouais. Non. Ouais. Oui, c'est l'idée qu'il faudrait, qu'il faut pas oublier les hypothèses alternatives, Oui, c'est ça. Oui, je sais pas si on pourrait vraiment. Oui, ça pourrait être. Oui, d'accord. On a 2 hypothèses qui seraient de même niveau. Enfin, le rasoir d'Occam, il est assez compliqué à utiliser en réalité. Donc, mais en tout cas, c'est vrai que dans les sciences pseudosciences ou les sciences parallèles entre guillemets, souvent les chercheurs n'explorent pas assez les hypothèses alternatives, simplement, qui pourraient rendre compte de ça. Par exemple, pour le monstre du Loch Ness, puisque c'est l'exemple que j'avais pris aujourd'hui, plutôt que de penser qu'il y a réellement un monstre dans le lac, ils pourraient explorer l'idée qu'en fait la perception humaine est faillible et que les gens rapportent voir des monstres à cause de différentes choses, comme par exemple des troncs d'arbres qui flottent à la surface du lac, etc. Donc ils n'explorent pas assez les hypothèses alternatives. Bon, pour le rasoir d'Occam, ça reste beaucoup plus compliqué, parce qu'en théorie, pour le rasoir d'Occam, il faut absolument avoir 2 hypothèses qui ont le même pouvoir explicatif, et ça permet de trancher entre les deux hypothèses qui ont le même pouvoir explicatif. Mais pour Hitler, par exemple, je ne pense pas que l'hypothèse qu'Hitler ait disparu ait le même pouvoir explicatif que l'hypothèse que Hitler soit simplement mort à la fin de la Seconde Guerre mondiale. On n'a même pas besoin d'invoquer le rasoir d'Occam, puisque les 2 hypothèses ne tiennent pas autant la route l'une que l'autre.
Ouais. Ouais, bien sûr. Ouais. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Merci. Essayer de lui apprendre à remettre en question ce qu'on lui apprend de suite, surtout là je parle jusqu'à 10 ans, ça me paraît un peu... je pense que c'est ça, mais je me demande si c'est techniquement possible. Ah ouais, c'est super compliqué en fait. Je m'arrache les cheveux quand je dois écrire des livres de Zach et Zoé. Par exemple, je n'ai jamais employé le mot argument fallacieux, etc. D'ailleurs, je ne pense pas du tout qu'enseigner l'esprit critique via les arguments fallacieux soit la voie royale. Pour moi, pour les enfants, c'est plus mon approche, ça va être plus de les exposer à des discours différents. Donc, par exemple, je vais leur lire un livre qui leur dit que le monstre du Loch Ness existe. Et oui, il y en a plein sur le marché, c'est facile à trouver. En tout cas, c'est des livres qui vont réenchanter à la fin, c'est-à-dire ils vont dire oui, il y a des gens qui doutent, mais il y a peut-être quand même bien quelque chose dans le lac. Donc vous trouvez un livre comme ça et vous lui lisez ce livre-ça. Et puis après, si vous avez le Zach et Zoé sur le monstre du Loch Ness, vous lisez ça, ou bien alors vous essayez de lui parler et de lui dire mais en fait, vous lui présentez d'autres arguments en disant peut-être que l'auteur il nous raconte des cacahuètes en fait, peut-être qu'il y aurait d'autres choses à dire sur le sujet qu'il oublie de dire. Donc moi j'essaie de l'exposer en fait, d'exposer mes enfants à des idées contradictoires et de montrer que il ne faut pas prendre au premier degré directement ce qu'on nous donne. Si on a accès à une information qui dit X, ce n'est pas forcément vrai. Ce n'est pas parce que c'est écrit dans un livre que c'est forcément vrai. Donc ce qui est assez marrant, c'est que non seulement j'écris Zach et Zoé, mais par exemple avec mes enfants, je leur fais lire des tas de livres qui disent que le paranormal est vrai. Comme ça permet de discuter avec eux et de leur dire, tu vois, eux ils sortent cet argument-là. C'est ce dont j'ai parlé dans la conférence. Je disais l'ouverture d'esprit, c'est engager avec les gens qui ne pensent pas comme nous. Et alors vous allez voir que quand vous faites ça, et vous allez présenter des arguments alternatifs, au fur et à mesure, par exemple, mon fils, il va commencer à spontanément proposer des hypothèses alternatives. Sur un cas d'OVNI, par exemple, il va voir à la télé, je sais pas, les vidéos, aux informations, il va parler des vidéos de la Navy là, qui sont sorties récemment. Il va me dire, je sais pas, c'était peut-être un... C'est marrant d'écouter les hypothèses qu'il a, mais il va me dire c'était peut-être un cerf-volant, en fait, le truc de la Navy, ce qui est probablement pas la bonne explication. Mais donc essayer de l'encourager en fait à générer spontanément des hypothèses alternatives et à remettre en question ce qui est affirmé catégoriquement dans un livre. Si à l'école on essaye d'apprendre ça et qu'on essaye de reprendre l'argument d'autorité, c'est avec ce qu'a dit ça et ainsi de suite. Et à ce qu'on enfant, il aura l'esprit de suite de dire c'est peut-être vrai, c'est peut-être faux, et être toujours dans un doute qui n'est pas forcément méthodique. Oui, moi je pense qu'à l'école, on ne leur apprend pas du tout à être forcément dans un doute méthodique. On leur apprend plutôt, voilà ce que la science dit sur tel sujet. Donc on vous dit, voilà, je sais pas, la préhistoire c'est de telle période à telle période. On leur donne des informations et on leur demande d'assimiler les informations, de les apprendre par cœur. Et donc c'est en fait exactement l'inverse de ce dont je suis en train de parler. Malheureusement, bon, évidemment il y a des enseignements. On essaie maintenant de commencer à inclure la pensée critique dans l'enseignement. Il y aura un panel auquel je vais participer cet après-midi sur le sujet, mais ouais, moi je pense, en tout cas, de mon expérience avec mes propres enfants, c'est qu'à l'école, on ne l'encourage pas du tout à mettre en doute les informations. Quand il a un atelier sur la science, par exemple, on va lui donner de l'information, on va lui dire ça c'est l'information correcte, c'est l'information scientifiquement correcte, mais ça ne l'encourage pas du tout à remettre en question l'information ou à l'esprit critique, en fait. On en est loin. Ah bah, très bien, merci beaucoup de m'avoir écouté. Au revoir.